Nous avons, comme vous le savez, une journée assez remplie avec un horaire à respecter. Et donc, nous avons décidé de commencer, même si nous savons que certaines et certains vont continuer d'arriver, et ça n'est pas un problème pour nos propos d'ouverture. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, merci de nous faire l'amitié et l'honneur d'être là ce matin. Cher Michel, chère famille de Daniel Cohen, merci non seulement d'être là, mais d'avoir partagé l'organisation de cette journée sur laquelle je vais revenir. Chers et chers amis, il me revient d'ouvrir au nom de l'École normale supérieure cette journée dont il nous a semblé qu'il nous revenait avec l'École d'économie de Paris, PSE, avec le CEPREMAP, que Daniel avait bien sûr fondé. Il me revient d'ouvrir cette journée dont il nous a semblé qu'il nous revenait de l'organiser. Et je voudrais vous dire pourquoi il nous revenait de l'organiser en vous disant comment nous avons tenté de l'organiser. Avec beaucoup de personnes que je voudrais remercier, nos équipes, nos 3 établissements, évidemment les intervenantes et les intervenants et toutes celles et ceux qui l'ont rendu possible. Il y a trois aspects qui nous ont orientés. D'abord, un réflexe qui nous a donné une boussole et qui nous impose une responsabilité. Le réflexe, vous l'avez tous eu, je pense, toutes et tous, toutes celles et ceux qui vont intervenir, toutes celles et ceux qui se souviennent encore, comme pour les grands événements, de l'endroit où vous étiez quand vous aviez appris la disparition de Daniel Cohen. Ce réflexe, très simple, et qui nous donne en même temps une boussole, qui en tout cas moi m'a donné une boussole, c'est le réflexe qu'on a tous eu. Voilà, j'ai pensé 1000 fois à appeler Daniel pour lui demander comment organiser cette journée, qu'est-ce qu'il fallait dire ce matin. Et depuis un mois, évidemment, comme vous toutes et tous, j'ai ce réflexe très souvent. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce réflexe, qui nous donne un pincement aujourd'hui, parce que nous pensons à l'appeler, nous voulons l'appeler, mais nous ne pouvons plus l'appeler. Ce réflexe, je voudrais vous dire pourquoi précisément pour un exposé comme celui de ce matin, pour l'organisation d'une journée comme celle d'aujourd'hui, il nous donne ce que nous apportait Daniel à nous toutes et tous. Daniel Cohen, pour moi, c'est très simple. Il avait le sentiment et aussi l'intuition et presque le génie de ce qui est important. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la circonstance pour laquelle on l'appelait, le problème institutionnel à la direction de l'école normale, j'en parlerai, dans l'amitié, dans des événements de la vie, il allait tout de suite à l'essentiel. Il balayait un certain nombre de choses et il disait « Tu dois dire ça, surtout n'oublie pas ça, laisse tomber ça, ça n'a aucun intérêt, mais va à l'essentiel. » Et Daniel m'aurait dit ce que je ne devais pas oublier de vous dire, et je vous aurais dit ce qu'il m'aurait dit de vous dire. Mais je vais donc vous dire simplement comment de ce réflexe que nous avons tous eu, et je suis sûr que toutes et tous aujourd'hui vont le dire, nous avons tiré la boussole de cette journée précisément parce que nous avons tenté, avec Jean-Olivier Hérault, avec Claudia Sénic, avec toutes les équipes de nos 3 établissements, dont je vais dire un mot bien sûr, nous avons tenté de réunir aujourd'hui un ensemble le moins partiel possible, parce qu'il aurait pu être encore plus étendu, un ensemble de témoignages, de discussions, de réflexions, d'engagements, rassemblant en partie ce qui était important pour lui, à travers ce en quoi il était important pour chacune et pour chacun. La journée d'aujourd'hui va nous dire non pas tout, mais la plus grande partie possible de ce qui était important pour Daniel Cohen. L'essentiel, en économie bien sûr, dans la science, mais aussi dans l'engagement civique, politique, dans les responsabilités institutionnelles. C'est ce que nous avons tenté de faire, ça a été notre boussole, et avec Michel aussi, Michel Cohen, non pas seulement ce qu'il aurait aimé, bien sûr, mais ce qui lui aurait semblé important. Il avait l'art d'aller à ce qui lui semblait important. Et évidemment, ce qui lui semblait important se développait tout de suite, cette intuition, dans 2 choses. 2 choses que l'École normale supérieure et l'École d'économie de Paris, et la façon dont il les a nouées, on pourrait dire, il a ajouté l'École d'économie de Paris à l'École normale supérieure, avec bien sûr d'autres
d'autres partenaires, d'autres tutelles. Il a aussi créé le CEPREMAP. Dans ce qui semblait important à Daniel Cohen, dès qu'il avait l'intuition de quelque chose d'important, il avait deux autres impulsions. Il avait d'abord la volonté de le démontrer. Quand on sent que quelque chose est important, il faut le démontrer. C'est le travail de la science. Il venait des mathématiques, il l'a appliqué à l'économie. Il est entré dans l'économie d'abord pour démontrer des choses importantes pour la société par la science. Et évidemment, l'économie était à la charnière pour lui de ces deux choses essentielles que sont la science et l'action et qu'il fallait évidemment articuler. C'est vous qui nous direz, moi je n'y connais rien, c'est vous qui nous apprendrez ce qui était important pour lui et grâce à lui en économie et pourquoi même l'économie est importante aujourd'hui. Et je remercie toutes celles et ceux qui vont nous l'enseigner, nous le transmettre. Mais il y a une chose dont Daniel a aussi montré en acte l'importance, c'est un certain nombre d'institutions. Le savoir et l'action, pour lui, sont fragiles. Ce qui est important est aussi fragile. Et pour le défendre dans toutes les disciplines, car on a besoin aussi, pour comprendre le monde de toutes les disciplines, on a besoin d'institutions qui portent le savoir au plus haut et l'engagement au plus haut. Et je crois que la confiance qu'il faisait à l'École normale supérieure, dont il a montré en acte qu'elle était importante pour lui, la façon dont il a créé l'École d'économie de Paris, un centre de recherche à la charnière de l'économie et des politiques publiques, c'était précisément une manière de montrer que ces institutions sont importantes pour ce qui est important, quand il faut le démontrer, l'appuyer sur la science et l'engager dans l'action, d'une manière inséparablement liée. Nous avons donc la chance de prolonger son action dans une école à laquelle il a accordé sa confiance. C'est un honneur pour l'École normale d'avoir été l'école de Daniel Cohen, d'avoir été l'école où il a enseigné, d'avoir été l'école où il a créé un département d'économie, d'avoir été l'école à partir de laquelle il a créé l'École d'économie de Paris, et Jean-Olivier en parlera mieux que moi, l'école où il a conseillé aussi et parlé avec tant d'interlocuteurs et d'amis. Et je sais que, avec Marc Mézard, bien sûr, qui va parler tout à l'heure, mais tous les directrices et directeurs de l'École normale supérieure, ça faisait partie des joies et presque même des raisons d'agir à l'École normale supérieure que de le faire avec Daniel Cohen. Et parce qu'il savait que l'école était importante et ce qui était important pour l'école. C'était de pouvoir rassembler dans un même cadre l'ensemble de ceux pour qui travaillent à ce qui est important aujourd'hui, un cadre collectif pour rechercher, transmettre, partager dans la société tout ce qui démontre ce qui est essentiel. Aller tout de suite à l'urgence en une phrase, mais démontrer et mise en action. C'est cela qu'il attendait de l'École normale supérieure et c'est pour ça aussi qu'il lui a ajouté l'École d'économie de Paris, y compris le bâtiment où nous sommes, l'amphithéâtre où nous sommes, dont bien sûr nous serons particulièrement émus tout à l'heure de voir qu'il portera son nom et qu'il gardera cet élan. Encore deux mots, si vous me le permettez, c'est à ces institutions qu'il a fait confiance, c'est à nos institutions, entre autres, pas seulement. Il y a eu des institutions publiques, certains en parleront, des institutions internationales, des institutions économiques, des institutions politiques, mais depuis ce cadre qu'il a toujours considéré comme une plateforme pour aller dans le monde de la science et dans la science du monde. Deux choses encore, ça nous impose une responsabilité. Cette responsabilité, il en sera question ce soir, nous allons la continuer par des initiatives, un prix et une chaire Daniel Cohen qui vous seront annoncés pleinement ce soir, mais dont on voulait vous dire un petit mot dès maintenant. Et je remercie l'une des élèves de Daniel Cohen, dont j'ai vu leur premier contact quand j'étais secrétaire du concours où elle a intégré l'école normale. Je remercie Esther Dufaux d'avoir accepté de porter scientifiquement ces initiatives dont on vous parlera plus tout à l'heure, avec Michel Cohen, avec la famille et nous tous. Et bien entendu, notre responsabilité, c'est de prolonger l'engagement scientifique de Daniel Cohen avec deux dernières dimensions. Celle, évidemment, des personnes. Pour Daniel Cohen, ce qui était le plus important, c'était évidemment les personnes individuelles. Et quand il disait ce qui est important, c'était toujours aussi ce qui était important pour toi, par toi, pas seulement ce qui est important en soi. Et il nous a dit à chacun, il nous a montré à chacun de nous concentrer sur ce qui était important pour nous. Il a changé beaucoup de vies, nous aurons des témoignages. Et puis, au-delà de l'importance de la science et des institutions scientifiques, il y a l'importance suprême, en quelque sorte, de grands principes et de grandes émotions. La justice, avant tout, qu'il savait fragile. Tout ce qui est important était fragile pour Daniel Cohen. Il savait la fragilité. Il avait une inquiétude tout autant qu'un engagement.
Il nous a accompagnés à l'École normale dans la création de chaires d'études démocratiques, où son ami Laurent Berger, qui parlera cet après-midi, sera professeur, ou Laurence Tubiana aussi, qui l'avait amené dans ce projet, enseignera sur le climat. Il pensait toujours que nos institutions de sciences s'inscrivent dans des institutions démocratiques, républicaines, qui sont elles-mêmes fragiles. Et je pense que les deux piliers de son action, c'était les individus et le cadre démocratique national et international. Tout cela est fragile, tout cela est important et nous continuerons à le soutenir comme lui et après lui et avec lui. Les individus, ils savaient déceler et dire en chacun et en chacune ce qui était important et pourquoi il ou elle était importante. Et il savait aussi donc ce savoir et cet engagement politique. C'est pour ça que nous nous sommes sentis la responsabilité d'organiser cette journée. Il nous faisait confiance. Ce n'est qu'une étape dans les hommages à Daniel Cohen. Vous êtes nombreuses et nombreux, mais cela continuera. C'est pour cela que nous sommes là, c'est pour ça que vous êtes là, avec votre savoir, avec votre émotion. Et je crois pouvoir dire que cela aurait été important pour lui, donc que cela restera important pour nous tous. Merci beaucoup. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, chers collègues, chers amis, cette journée en hommage à Daniel sera un moment qui permettra encore davantage de mesurer, comme Frédéric l'a dit, de mesurer combien Daniel n'avait pas d'égal. C'est à la fois un grand scientifique, un professeur qui a fait école, un vulgarisateur lumineux, un intellectuel de premier plan, éclairant et suscitant les débats de société, et last but not least, un homme attentionné et plein d'humour. Il a aussi voulu et su mettre son intelligence, son dynamisme et sa grande notoriété au service de grands projets collectifs. Alors Frédéric, bien sûr, a parlé en premier de l'École normale supérieure. Claudia va parler du CEPREMAP. Et puis moi, j'ai le privilège de parler de Paris School of Economics, de l'École économique de Paris. Alors, ce matin, ce que je vais souligner, c'est combien PSE correspond au désir de Daniel de faire à Paris, de faire sur ce campus, précisément, encore plus qu'à Paris, de faire sur ce campus un grand centre de recherche et de formation, de renommée internationale, pour une science économique ouverte sur la société, pour alimenter les débats et pour avoir un impact sur les politiques publiques. Donc en fait, l'histoire de PSE, avec Daniel, c'est vraiment l'histoire d'un homme qui n'a cessé de vouloir faire de ses désirs la réalité. Sa détermination et son aura faisaient que la réalité se transformait sous la force de ses désirs créateurs. Et si la réalité parfois lui résistait, ça arrivait, il regardait intact son énergie créatrice pour de nouveaux projets et ne laissait surtout pas la réalité prendre le pas sur ses désirs. Donc je vais distinguer quatre périodes, on dirait, dans l'histoire de PSE, mais en fait dans l'histoire de Daniel, qui sont intimement liées, comme l'a dit Frédéric. Daniel, bien avant 2006, la date officielle de la création de PSE, avait imaginé ce que serait et ce qu'a été PSE, pour ensuite le mettre au monde avec l'aide précieuse de Thomas Piketty. Voir grand, penser de façon libre et imaginative, sans trop de contraintes. Pour ça qu'une fondation privée, hors de quelques rigidités publiques, pouvait être utile. Rassembler les énergies, des centres de recherche parisiens dispersés à l'époque. Daniel est bien le créateur, celui qui a pensé PSE. Et il l'a fait issu par son expérience des années 80, 90, en tant que professeur, en tant que chercheur, là où je crois où il mesure le potentiel, grand potentiel de la recherche en France, mais aussi les grandes limites de la recherche en France qui empêchent la réalisation de ce potentiel.
C'est un professeur brillant qui forme de brillants étudiants, mais qui partait, et pour lui c'était pas là la source du problème, qui partait et qui l'accompagnait souvent aux États-Unis, dans des endroits aussi brillants, mais qui ne revenait pas. Il voyait, même sur le campus Jourdan, sans aller trop loin, la dispersion des centres de recherche, des cycles, des affiliations, qui était un obstacle majeur à la visibilité et à l'impact d'un grand centre ici, sur le campus Jourdan. De ses visites régulières à Harvard, il avait la conviction qu'il y avait un manque évidemment patent de moyens financiers au service de la recherche, la formation en France, pour être attractif. Et il voulait être attractif. Les lourdeurs administratives, le caractère relativement inadapté du système universitaire français étaient pour lui comme une évidence. Et qui entachait, qui amputait la recherche et la formation en France par rapport dans la compétition internationale. Il mesurait aussi, quelque part, le biais trop théorique des recherches reconnues en France, en économie. Il mesurait aussi, quelque part, le manque de la culture économique des élites politiques, qui rejaillissait sur la conduite de la politique économique. Et pour cela, pour essayer d'y remédier, Daniel pensait qu'on pouvait faire tout cela en même temps, avec un objet avec son énergie, et bien de créer effectivement, dans cette filiation avec l'ENS, de créer effectivement, avec d'autres, et j'en parlerai d'autres institutions, de créer PSE. Et si j'ai fait cet exercice, j'avais cette intuition, j'en étais même certain, j'ai repris hier soir sur le site de PSE, comment PSE se présente. Et vous allez faire l'exercice en même temps de remplacer PSE par Daniel Cohen. Je lis littéralement ce qu'il y a sur le site de PSE. PSE développe au plus haut niveau international la recherche et la formation en économie. Elle nourrit également les échanges entre l'analyse économique et les autres sciences sociales. Elle contribue au débat de politique économique et inscrit la recherche académique dans la société. On ne peut pas dire mieux. Et là, évidemment, toute ressemblance. PSE, c'est Daniel. Et Daniel, c'était effectivement beaucoup de PSE. Évidemment, avec tout, je le dirai tout à l'heure, des personnes, tous les chercheurs qui ont contribué, bien sûr, à ce succès. Donc, cette première période, c'est la période de l'exaltation, de la création. On peut imaginer combien Daniel est comme un poisson dans l'eau, dans cet univers qu'il crée lui-même. La deuxième phase, c'est 2006-2013, et c'est assez paradoxal. De toute façon, c'est aussi l'apprentissage de la complexité institutionnelle française. PSE est pensée par un esprit agile, fluide, pressé, pragmatique. Elle est fondée comme une filiale commune de 6 grandes institutions françaises. L'ENS, le HESS, l'École nationale des ponts et chaussées, l'Université de Paris 1, le CNRS et l'INRAE. 6 grandes institutions françaises puissantes et d'excellence, mais parfois marquées par des règles et des fonctionnements que Daniel voulait assouplir, voire dépasser lorsqu'il imagine PSE. Et à partir de 2006 jusqu'en 2013, il est, j'allais dire, que vice-président de PSE. Il est aussi trésorier PSE, c'est une tâche à laquelle il comptait, il tenait. Mais il est très impliqué. Quand il n'était que vice-président, c'est-à-dire qu'il donne les rênes, vous le savez, à Thomas, d'abord, Thomas Piketty, et ensuite à Roger Guenry, à François Bourguignon. Il est très présent. Alors je fais un tout exercice, je ne vais pas le refaire dans les comptes rendus du CA. J'ai pris quelques éléments pour dire à quel point je vais citer. Il est très présent, et là, il est très présent dans les moments assez cruciaux de PSE. Il est très présent lorsque, effectivement, il faut rappeler que l'excellence académique et l'impact dans la société est central et indépassable. Et que PSE doit avoir ça comme boussole. Je le cite. Enfin, c'est dans le rapport du conseil d'administration. Daniel Cohen insiste sur le fait que les titulaires de chaires, professeurs de PSE, doivent être attribués à des noms prestigieux pour faciliter les levées de fonds. Parce que la question, effectivement, du financement de PSE est effectivement extrêmement présente chez Daniel comme moyen, bien sûr, de ses ambitions, de ses désirs. En 2008, je cite aussi, pour rappeler que PSE est au cœur du campus Jourdan. Au cœur du campus Jourdan. Je cite, donc, selon Daniel Cohen, il ne faut pas perdre de vue que le projet initial de PSE Économie de Paris, qui s'organisait autour d'une alliance entre les grandes écoles et les universités, et il conclut en déclarant que ce lien serait brisé dans le cadre du campus Condorcet à Aubervilliers.
s'y déclare radicalement opposé. Ça rappelle des souvenirs à certains. PSE doit aussi avoir comme boussole l'impact et la visibilité internationale. Daniel rappelle en 2008, Daniel Cohen explique que si PSE-EEP n'apparaît pas en première position dans la signature des chercheurs, il est alors inutile de créer la fondation dont l'ambition était précisément de rendre plus visibles les économistes français à l'international en consolidant leurs publications. Il y a eu comme ça des moments clés où Daniel était bien sûr extrêmement présent et bien sûr il a joué un rôle fondamental dans l'évolution. Et ensuite s'ouvre une période, je dirais, un peu particulière, 2014-2020, que j'appelle un pas de côté. Alors je dis bien un pas de côté, ce qui signifie bien, c'est une façon qu'il n'est plus en situation de gouvernance, mais toujours à côté, toujours là, toujours extrêmement présent, pas de responsabilité officielle, mais comme si un esprit aussi créatif que lui ne pouvait pas tellement se résoudre aussi par un cadre un peu contraint, en tout cas au début, un peu trop contraint, un peu pesant. Donc il est extrêmement disponible, et je l'ai vécu en tant que directeur de la formation, puis directeur de PSE, jamais de pessimisme, toujours optimiste, toujours attentif, toujours concerné, toujours prêt à trouver des solutions pragmatiques, et puis toujours prêt à repartir sur des grands projets, lorsque parfois on a caressé, étudié la possibilité de rentrer plus précisément dans le PSL. Je me rappelle qu'en 2017-2018, il prend quelque part le leadership de ces réunions, de discussions, de concertation avec l'ensemble des institutions. Et puis, la présidence en 2021, gérer le retour aux sources. Et je dois dire qu'il était vraiment profondément heureux de ce retour aux sources. Et qu'il retrouvait pleinement son objet de création. Bien sûr parce qu'en tant que président, il avait un impact, plus d'impact, mais surtout parce que PSE avait fini, tranquillement et sûrement, à ressembler de plus en plus à ce quoi il avait rêvé. Et ça, à force d'efforts de la part des présidents de PSE, Roger Guenry, Jean-Pierre Dantine, aussi de vice-présidence, Jean-Michel Charpin, qui aujourd'hui occupe la place de présidence par intérim, des directeurs de PSE, c'était Thomas, mais aussi François Bourguignon, Pierre-Yves Joffard, que j'ai succédé, puis aussi avec nos côtés, on soutient toujours Marie Philippon, la secrétaire générale, et le directeur scientifique de PSE, Jean-Marc Talon. Alors là, c'est réalisé effectivement le nouveau bâtiment, de façon très tangible, le bâtiment était là, les réglages institutionnels avec entraînement fondateur étaient maintenant bien huilés, la première phase était finalement réalisée, des marches financières plus importantes se réalisaient sans qu'elles deviennent évidemment extrêmement, je dirais, radicalement différentes, mais c'était quand même assez important comme progression, une montée régulière dans les rankings internationaux. Et là, Daniel, en tant que président, pouvait enfin, et pleinement, je dirais, réaliser tous ses désirs et ses rêves, faire revenir ses élèves, ces fameux élèves à la réussite éclatante, citer Esther, Flo, Gabriel Zuckman, faire revenir ici à PSE ses compagnons de route, à la carrière exceptionnelle aux États-Unis, Roland Benabou, Olivier Blanchard, et voir bien sûr se réaliser tous les projets de tous les chercheurs ici à PSE, voir concrètement se matérialiser ce dont il avait rêvé il y avait maintenant plus de 15 ans ou 25 ans. Et c'est ça évidemment qui le rendait extrêmement heureux. Se féliciter du grand impact de l'Institut des politiques publiques. Et là, des projets, Daniel, en tant que président, des projets à foison, comme vous pouvez l'imaginer, une exaltation quotidienne, une force de conviction inégalable, un enthousiasme toujours renouvelé. Et voilà, c'était effectivement ce qu'on a fait là, présent, ces derniers mois, ces dernières années. Et il était totalement au cœur, comme un poisson dans l'eau, là, sur le campus Jourdan, à l'ENS encore, bien évidemment, toujours présent, au CEPRIMA, bien évidemment, et à PSE. Campus Jourdan était, voilà, quelque part, dire son royaume, le monde dans lequel, évidemment, il était, comme je disais, totalement réunissait l'ensemble de ses désirs et complètement intégré dans son esprit et comme un accomplissement. Je crois vraiment comme un accomplissement cette dernière période de présidence. Voilà. Et donc je vais conclure simplement par dire que son désir le plus cher était bien sûr d'assurer la viabilité, le futur de PSE, dans toutes ses dimensions, avoir la reconnaissance et l'appui de l'État pour prolonger et pérenniser la mission de PSE. C'est son désir le plus cher, comme je viens de le dire ces derniers mois, et je crois qu'on va tout faire pour le faire grâce à lui et pour lui. Merci.
Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, chers amis de Daniel, chers amis, chers collègues, c'est un honneur et malgré la tristesse d'ouvrir cette journée d'hommage à Daniel Cohen en évoquant son rôle dans la construction institutionnelle du champ de l'économie et notamment du CEPREMAP. J'ai commencé à travailler avec Daniel en 2005 quand il a repris le CEPREMAP. Ça a coïncidé avec la période où tout le campus Jourdan se restructurait, se renforçait avec l'absorption des différentes unités de recherche, et notamment les deux URA du CEPREMAP, l'URA 921 et l'URA 928, dans PSE. Et le CEPREMAP est devenu, avec son statut d'association et d'interface entre la recherche et l'administration publique, un lieu de recherche foisonnante et variée, dont Daniel a conduit la transformation, comme il a contribué à celle du département d'économie de l'ENS et de PSE, comme ça a déjà été expliqué. Alors, j'ai participé à cette aventure institutionnelle dès le début en dirigeant l'un des axes du CEPREMAP. Le CEPREMAP a toujours été organisé en axes. Donc aujourd'hui, on a l'axe macroéconomie, l'axe bien-être et politique publique, et puis l'axe mondialisation, qui recouvre les champs de la géographie économique, le développement et l'environnement. Et puis nous avons créé l'Observatoire du bien-être en 2016. Et enfin, j'étais directrice adjointe depuis 7 ans, en succédant à Philippe Ashkenazi. Au cours de ces années, j'ai pu voir la manière dont le CEPREMAP a été façonné et a évolué, à l'image de Daniel, je dirais, c'est-à-dire ouverte sur l'extérieur, rapide ou agile, comme on pourrait dire aujourd'hui, et puis évidemment, surtout, en prise avec l'actualité du débat. Alors, ouverte parce que le CEPREMAP ne cloisonne pas strictement l'ensemble des chercheurs qui l'associent à ses travaux. Bien sûr, il entretient des liens privilégiés avec l'ENS et PSE. Mais en fait, il est ouvert à toute idée de recherche prometteuse et intéressante, et de qualité, parce que Daniel n'aimait que l'excellence. Ouverte aussi sur l'extérieur, parce que le CEPREMAP, depuis le début, met en ligne propose gratuitement des outils en ligne parfois comme Dinar ou des Benomics, mais aussi des publications comme les docs web du CEPREMAP, les documents de travail qui publient tous les projets qui sont financés par l'association, et aussi les opuscules des CEPREMAP, des petits livres publiés par les presses de l'ENS, et puis parfois repris dans la série économique chez Albin Michel, qui fait le point sur l'état de l'art, sur une question d'actualité économique importante, dans le but de contribuer à la compréhension des questions de société du moment. En fait, c'était important pour Daniel parce que Daniel comprenait, comme ça a été dit, toute question économique, toute l'analyse économique, mais même la plus théorique, même la plus abstraite, immédiatement, tout de suite en liaison avec les conséquences politiques, les conséquences de politique publique et quelles implications ça pouvait avoir pour le débouché politique. Et en un sens, peut-être, il était plus proche de l'économie politique, enfin quand l'économie s'appelait économie politique, plutôt que science économique. Ensuite, une organisation en prise directe avec l'actualité, naturellement, car Daniel sentait immédiatement l'appel de l'histoire de la pensée, ou de la pensée en mouvement, les questions de société qui s'imposaient, et il répondait immédiatement, il impulsait des projets qui répondaient à cette injonction, avec rapidité et réactivité. Et c'est ainsi qu'il a encouragé la création de nouveaux projets, en collaboration avec nos partenaires institutionnels, et d'une manière ouverte, dans un esprit d'exploration, d'ouverture et de renouvellement constant. Alors le groupe Chine, par exemple, auquel il tenait beaucoup, ou alors sa dernière innovation, création, le Finance for Development Lab qu'il a créé avec Ishaq Diwan qui est là, au service de la réflexion des pays du Sud sur le système monétaire international, et qui, en partenariat avec l'Agence française de développement, la Banque de France et le Trésor, créeront à Paris un nouveau centre de réflexion de référence sur ces questions. Bon, l'Observatoire du bien-être, que j'ai créé avec lui pour diffuser cette nouvelle approche qui met l'accent sur le subjectif. Avec nos tableaux de bord là, du moral des Français, Daniel voulait qu'on crée des indicateurs que les gens scrutent comme la météo de l'économie. Lui-même a beaucoup contribué à l'analyse des émotions et de la confiance dans le vote et les attitudes politiques, dans ses travaux avec Yann Algan et Elisabeth Besselet. Et puis aussi le rapprochement entre l'Observatoire de macroéconomie et puis l'Institut des politiques publiques,
pour mettre la vision micro et macro au service ensemble de l'évaluation du projet de loi de finances et participer au débat de politique budgétaire, lors notamment d'une réunion maintenant régulière avec en présence des parlementaires des différents pays. Et puis la vitesse enfin. Donc, dès sa création, le CEPREMAP a été compris par les chercheurs comme l'instrument providentiel qui allait accélérer leurs idées. Avant la création de PSE, c'était une des rares sources de financement qui permet rapide et flexible pour des projets qui démarraient. Et puis ensuite, avec ses programmes et ses groupes thématiques, le CEPREMAP a continué à favoriser les projets prometteurs de manière très souple et réactive. En fait, le fonctionnement du CEPREMAP a essayé d'être à l'image presque aussi rapide que l'esprit de Daniel. Il faut ajouter 2 qualités essentielles de Daniel. La première, c'est son esprit, son tempérament d'entrepreneur de la science. Daniel savait prendre des risques et même faire des paris et des détours d'investissement, comme on dit, pour atteindre un objectif à partir du moment où il avait senti, où il avait vu, c'était esquissé dans son esprit, la possibilité du succès et la contribution que le projet pourrait apporter à la compréhension de la société. Dans le cas de la macroéconomie, par exemple, Daniel a eu l'intuition que le modèle Dinard deviendrait un instrument moderne de la prévision macroéconomique. Et d'un projet de recherche tel qu'il était au début, cet outil est devenu utilisé par les banques centrales et les ministères du monde entier. Daniel a aussi vu l'intérêt d'utiliser cet outil, qui est vraiment un outil de modélisation à la frontière de la recherche économique, au service de l'administration française, pour évaluer l'impact des politiques publiques sur la dette, la croissance, l'inflation, le chômage, etc. De même, Daniel a vu l'intérêt d'investir pendant longtemps dans la formation de DBnomics, un site de production de données en ligne, ouvert et gratuit à tous, qui est utilisé maintenant de manière très très large. Bon, je pourrais aussi développer l'exemple de l'Observatoire du bien-être, auquel il a cru depuis le début, une création originale en France par la production de données rapides, fréquentes, en collaboration avec l'INSEE, par son objet, qui permet de mesurer l'impact de la conjoncture politique et économique sur le moral et le bien-être des Français. L'Observatoire a ainsi produit des analyses sur les raisons du vote extrême, les gilets jaunes, le refus de la vaccination, le télétravail, la réaction des Français face à la crise environnementale, le mal-être des enseignants, etc. Avec ses partenaires, bien sûr, l'INSEE, l'ADEP, le Conseil d'orientation des retraites, l'IRSN, etc. De toute façon, on était certain d'intéresser Daniel avec des idées exploratrices et modernes. Par exemple, exploiter les données en ligne, scraper les big data, et c'est comme ça qu'on a développé, par exemple, des indicateurs du moral des Français fondés sur Twitter, quand c'était ouvert aux chercheurs, quand l'API était ouverte aux chercheurs, et puis d'autres projets en cours qui utilisent les données de Spotify et de Glassdoor. Donc Daniel savait soutenir des projets novateurs et prometteurs, même s'ils n'entraient pas directement dans sa sphère d'intérêt personnel, et il savait aussi les éteindre lorsque il n'y avait plus d'utilité ou lorsqu'ils ne tenaient pas leurs promesses. Et c'est ça qui nous permettait aussi d'essayer. Et puis la deuxième qualité que je voudrais évoquer de Daniel pour finir, c'est évidemment son humour et le plaisir de travailler avec lui. Chacun de nous se rendait aux réunions de travail avec Daniel, par exemple les réunions régulières des programmes du CEPREMAP, avec un plaisir anticipé. Nous savions que nous allions travailler, bien sûr, mais aussi commencer par faire le point sur la situation générale, et puis parler de cinéma et de littérature en passant, et puis rire surtout. Daniel voyait toujours le côté comique des choses en même temps que leur gravité. Il était souvent pris par une sorte de hoquet de rire, comme si le côté humoristique de la réalité chatouillait son sens de l'humour. Je me souviens que lors de la dernière discussion du rapport de l'Observatoire du bien-être, la préparation, il a critiqué un petit texte que j'avais écrit moi-même, en s'en moquant même, et c'était tellement drôle en fait que j'ai moi-même éclaté de rire au lieu de me vexer, et que j'en ris encore en y pensant. En fait, travailler avec Daniel, parfois ça avait un petit côté comme si on était dans un film de Woody Allen, et il le savait très bien lui-même. Et je vais évoquer, pour finir, un moment particulièrement danielesque de notre vie scientifique. Dans le cadre de la collection d'opuscules du CEPREMAP que nous dirigeons ensemble,
nous réunissions un comité de lecture pour discuter d'un texte à publier, le premier jet d'un texte. Alors les chercheurs qui avaient lu le texte commençaient à apporter leurs critiques et leurs suggestions. Et puis à un moment donné, Daniel n'y tenant plus, prenait la parole et puis commençait à expliquer on y était presque, hein, on pourrait quasiment publier le livre tel quel. Mais en fait, c'est l'idée vraiment géniale. Hein, et il expliquait à l'auteur pourquoi. Et il fallait le présenter, mais alors complètement différemment, en changeant l'angle, en changeant l'ordre des idées, en coupant des morceaux, en rajoutant ailleurs, une sorte de tornade intellectuelle. Donc l'auteur sortait ébloui, un peu ivre et très inquiet. Et puis après, il faisait ce qu'il pouvait, puis c'était très bien. Et puis cette réunion, comme toutes les autres, hein, était toujours interrompue marquée par une petite pause. Le moment... Pauline au téléphone. Pauline au bout du fil. Donc Pauline, naturellement ultra prioritaire. Et c'est ça qui ajoutait un flux de sympathie et d'amitié au groupe qui unissait les membres du groupe. Daniel animait nos activités avec sa personnalité curieuse, son excitation face aux idées, aux projets, sa vision et son humour. Et j'espère que nous en resterons dignes et que nous continuerons à travailler dans ce même esprit et avec le même enthousiasme.